Voici Jennifer Cecilia Pan. Mais on va juste l'appeler Jennifer si vous voulez bien. Alors Jennifer est une fille qui est née le 17 juin 1986 dans l'Ontario au Canada. Ses deux parents sont tous deux originaires du Vietnam, un pays qu'ils ont quitté en 1979 avec le statut de réfugiés. C'est un couple de Vietnamiens qui a vécu les affres de la guerre et de la famine et qui aspire à une vie meilleure. En arrivant au Canada, leur nouvelle terre d'accueil, ils vont donc travailler dur pour gagner leur vie. Leur dur labeur leur permettra de gagner assez d'argent pour vivre décemment. Ils parviennent même à se payer une jolie maison avec un garage pour 2 voitures et à économiser suffisamment pour se constituer un beau petit pactole. Leurs 2 enfants, Jennifer et Félix, n'ont jamais manqué de rien et ils ont bien veillé à leur inculquer une éducation rigoureuse et traditionnelle. Surtout pour Jennifer, qui est une fille et qui doit donc être constamment surveillée. Elle n'a strictement pas le droit de sortir seule, ni d'aller à une fête ou de partir passer la nuit chez l'une de ses amies. Depuis sa naissance, ses parents lui imposent un règlement très strict. À 4 ans, elle est obligée d'aller suivre des cours de piano. Ils l'inscrivent aussi à des cours de patinage artistique alors qu'elle sait à peine lasser ses chaussures. Pour la scolariser, ils lui choisissent un lycée catholique où la discipline est une institution. Elle doit même jouer de la flûte dans l'orchestre de l'école pour faire bonne figure devant ses professeurs selon son père. Pourtant, Jennifer est loin d'être une élève modèle ou studieuse. Ses notes sont plutôt moyennes et elle doit souvent les falsifier pour faire plaisir à ses parents. Leurs attentes sont si élevées en effet qu'ils ne tolèrent que les notes excellentes. Jennifer est ainsi passée maître dans l'art de la falsification de notes. Mais si elle a pu tromper ses parents, le conseil d'administration de l'université n'a pas été dupe. En raison de ses notes passables, elle se voit donc refuser son admission. C'est un choc terrible pour la jeune fille, car elle sait que ses parents ne vont pas du tout l'accepter. Elle choisit donc de leur mentir, en leur disant qu'elle a été admise et qu'elle est déjà en train de suivre les cours. Elle sort chaque matin avec son sac rempli de livres et son déjeuner. Mais au lieu d'aller à la fac, elle s'assoit dans un café et y reste toute la journée. Pour faire croire à ses parents qu'elle a gagné une bourse, elle donne des cours de piano et travaille comme serveuse dans un restaurant. Mais ses parents sont de nature suspicieuse, alors il lui faut plus pour maintenir la supercherie. Elle leur a dit qu'elle suivait un programme en pharmacologie à l'université de Toronto. Elle a donc acheté de vieux manuels de pharmacologie et téléchargé des dizaines de vidéos sur YouTube. Elle a même pris soin de remplir des cahiers de notes afin de les montrer à son père si jamais il lui en fait la demande. Et pour rendre son scénario encore plus réaliste, Jennifer fait aussi croire à ses parents qu'elle travaille comme bénévole à l'hôpital pour enfants malades. En fait, pendant qu'il la croit là-bas, Jennifer est avec son petit ami, Daniel Shikwang Wang. Wang est un bad boy d'origine chinoise qui passe son temps à jouer aux délinquants dans le quartier. Elle est tombée follement amoureuse de lui au lycée, et depuis elle ne pense qu'à être avec lui. Mais bien sûr, ses parents n'en savent strictement rien, et mieux vaut qu'ils ne le découvrent jamais. Pourtant, le petit manège de Jennifer va finalement se retourner contre elle. Son pire cauchemar va en effet se transformer en réalité. Un jour, elle sort soi-disant pour aller au travail. Son père la suit à son insu et découvre toute la supercherie. Fou de rage, il veut carrément la chasser de la maison. C'est uniquement l'intervention de sa mère qui va lui faire changer d'avis. Jennifer doit alors faire la promesse solennelle de reprendre ses études et de postuler pour une université. Elle est autorisée à continuer ses cours de piano, à la condition que cela ne l'empêche pas de réviser. Et bien sûr, elle doit couper tout contact avec son petit ami. Pour ses parents, il est totalement hors de question qu'elle poursuive leur relation. Jennifer fait semblant d'accepter cette interdiction, mais elle continue pourtant de voir Wang. Celui-ci veut néanmoins rompre avec elle, car leur relation secrète ne lui plaît pas beaucoup, et surtout, le père de Jennifer l'intimide beaucoup et il n'a nullement envie de se frotter à lui. La jeune fille est dévastée par cette rupture et en tient secrètement responsable ses parents. Elle en est venue à les détester à mort, mais elle ne laisse rien transpercer de ses émotions. Au printemps 2010, Jennifer n'est plus la même. Elle a un plan terrible, mais qui va enfin lui apporter la liberté dont elle a toujours rêvé. Elle est décidée à faire assassiner ses parents, et pour ce faire, elle a choisi de faire appel à des tueurs à gages, tout comme dans les films. Jennifer reprend contact avec Wang et lui propose un deal. Elle sait que si ses parents meurent, elle hérite de pas moins de 500 000 $, plus la moitié de la maison et d'autres babioles. Elle lui propose de tout partager avec lui à la condition bien sûr qu'il veut bien redevenir son fiancé. Alléché par l'appât du gain, Wang accepte le marché. C'est lui qui va d'ailleurs s'occuper de trouver des assassins professionnels, car il a quelques connexions avec le milieu du crime à Toronto. Wang recrute alors 3 tueurs à qui Jennifer promet 10 000 $ pour le meurtre de ses 2 parents. La jeune fille leur dit sans broncher et avec une voix glaciale « Vous pouvez aussi récupérer les objets de valeur qu'il y a à la maison. Mon père et ma mère ont aussi beaucoup de cash sur eux. » Le soir du 8 novembre 2010, Jennifer monte dans sa chambre pour se coucher, mais elle va déverrouiller la porte d'entrée. Les tueurs à gages n'ont qu'à tourner la poignée pour entrer.
Ils se dirigent tout droit vers la chambre des parents qu'ils assassinent froidement. La mère est morte sur le coup, mais le père survit miraculeusement. Avant de s'évanouir, il regarde sa fille rigoler avec celui qui lui a tiré dessus. Les tueurs quittent la maison et Jennifer applique la suite de son plan diabolique. Elle appelle les flics et se fait passer pour la rescapée de ce massacre. Mais elle est loin de se douter que son père est toujours vivant et qu'il l'a vu discuter amicalement et rire avec les assassins. Dès qu'il émerge de son coma, il dit tout à la police. Jennifer est arrêtée et confrontée aux preuves, elle avoue enfin son crime. La police arrête aussi Wang dans la foulée ainsi que les 3 tueurs à gages qui ont pu être identifiés. Leur procès dure 10 mois. On y présente quelques 200 pièces à conviction et plus de 50 témoins. La sentence tombe finalement et chacun des accusés écope de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant 25 ans. Jennifer va donc croupir en prison pour le restant de ses jours. Elle devra également vivre avec le poids de la culpabilité sur le dos.